Salut les amis, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Film en vrac. Alors je sais que j'avais dit que j'en ferais un par mois, mais j'ai vu tellement de belles choses ces derniers jours que j'ai extrêmement envie de partager ça avec vous. Donc c'est parti. Avant de passer au film que j'ai vu, je voulais juste quand même vous montrer ma dernière acquisition, Spectrum, le coffret Pili. Voilà, avec deux films que je n'ai pas vus, des films qui ont une excellente réputation, hein. C'est Legend of the Sacred Stone et Demigod The Legend Begins, n'est-ce pas ? Que j'ai pas vu du tout, mais ça a extrêmement bonne réputation. Alors déjà, j'ai très hâte de pouvoir découvrir les films, mais je vais être sincère, ce qui m'a surtout poussé à acheter ce coffret, c'est parce que mon ami Paul Gossem fait des bonus. Je sais que c'est un grand spécialiste de ce type de film, donc je l'ai acheté pour le soutenir et aussi pour découvrir les œuvres, bien évidemment, donc n'hésitez pas. Franchement, c'est un coffret magnifique, je l'ai même pas encore déballé, vous voyez, je ferai peut-être une vidéo unboxing, je sais pas, pourquoi pas, hein, ou une vidéo de ma collection plutôt. En tout cas, voilà, il y a 3 disques et beaucoup de contenu très qualitatif, donc coffret Pili disponible chez Spectrum. Et je me suis fait un petit plaisir, voilà. Le Steelbook de Malignant de James Wan, vous savez, c'est un film que, je sais pas si vous le voyez bien, c'est un film que j'adore particulièrement, que je trouve absolument incroyable. Je me rappelle de ma séance, c'était en septembre 2021, juste avant qu'on voit Ragging Fire avec Max, avec Habib, avec Loïc, avec tout le monde. Donc voilà, je voulais absolument me faire ce petit plaisir. D'ailleurs, il faudra que je revisionne le film. En tout cas, voilà, bon, hop. Je suis bien content de l'avoir. Ça fait partie de mes récentes acquisitions. J'ai rattrapé un film de 2021, Il Bucco, réalisé par Michelangelo Framartino, un cinéaste que je ne connaissais pas du tout. Ça se passe en Italie, dans les années 60, et ça nous raconte l'histoire de spéléologues qui vont descendre, explorer une grotte inexplorée jusqu'à présent, tout en suivant en parallèle des ouvriers qui construisent un bâtiment, et également la fin de vie d'un vieil homme. Ça, raconté comme ça, on se demande un peu quel est le lien, mais Il Bucco, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement beau, atmosphérique surtout. C'est un film qui cherche pas vraiment à développer son intrigue, on te présente juste ce qui se passe à un moment donné dans la vie de certaines personnes. Et on va suivre donc cette exploration de grotte, on va suivre les derniers jours d'un homme, on va suivre ces ouvriers qui vont participer à la construction d'un bâtiment. Et on va nous connecter tous ces éléments au sein d'un même film, un film que j'ai trouvé vraiment apaisant en fait. Il est extrêmement beau, il y a des plans qui sont juste magnifiques, mais vraiment, qui m'ont vraiment mis une belle petite claque. Il n'y a pas vraiment de personnage principal, il n'y a pas vraiment de dialogue non plus, à part les spéléologues qui se crient des ordres en italien. C'est une expérience assez unique que je regrette vraiment de ne pas avoir découvert. Je n'ai pas découvert ce film en salle et vraiment, je trouve ça dommage. Parce que c'est ce genre de film qui doit être apprécié dans de très bonnes conditions. Bon, là, j'étais au calme dans mon salon. Voilà, mais vraiment, sur grand écran, ça devait être une expérience assez unique. Je suis ressorti du film avec l'esprit apaisé, c'était la tête remplie de beaux plans, de belles scènes. C'est un film qui m'a fait un peu le même effet que La Montagne de Thomas Salvador, un film que j'avais également beaucoup apprécié, qui est d'une tranquillité, d'une beauté assez sidérante. Ces deux œuvres qui m'ont vraiment particulièrement touché. Alors, je sais pas s'il faut être particulièrement réceptif, je pense honnêtement que c'est ce genre d'œuvre qui peut plaire à tout le monde, parce que il n'y a pas besoin d'être, je pense, cinéphile érudit pour attaquer le visionnage. En tout cas, pour moi, il me semble pas, en tout cas.
parce que c'est vraiment un film dont je suis ressorti, mais bien apaisé en fait. C'est beau dans ce que ça raconte, les plans sont beaux, les scènes sont belles. C'est tranquille, c'est tranquille, c'est apaisant. Honnêtement, c'est une œuvre assez indéfinissable, mais vraiment, si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à visionner Il Bucco. J'ai parcouru un peu la filmo du réalisateur et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il a fait d'autre, parce que ça a l'air d'être dans la même tonalité et honnêtement, ça m'a beaucoup parlé. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai pas vu grand chose à l'étrange festival cette année. Mon emploi du temps coïncidait pas vraiment. J'ai pas vu les deux Eye for an Eye avec Tsemiu. Je le regrette vraiment. Il était diffusé. Mais j'ai rattrapé La Légende de la Sirène, un film sorti en 1984 et réalisé par Toshiro Ikeda. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de ce grand réalisateur. La séance nous a été présentée par Julien Cévéon, un grand nom du journalisme, et il y avait aussi dans la salle Fatih Bédiar, des noms qui résonnent auprès des amateurs. La Légende de la Sirène, c'est un film donc japonais qui nous raconte l'histoire d'un couple de pêcheurs, et le mari va être tué un jour, et la femme va crier vengeance et s'en prendre à tout un groupe de personnes qui ont pour projet de construire, alors sous couvert de parc d'attractions, c'est une centrale nucléaire sur les bords de la plage, et ils avaient donc besoin d'acquérir des terrains. C'est un film qui est d'une beauté assez stupéfiante, déjà dans sa musique, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, notamment lorsque la femme plonge donc pour aller chercher des crustacés, des coquillages. Il y a une musique magnifique et des plans vraiment très beaux avec une belle lumière, ça aide vraiment à l'immersion dans les scènes aquatiques. C'est vraiment très beau. Et c'est aussi, donc, comme je l'ai dit, un film de vengeance. Voilà, on est pas très loin d'un final genre La Rage du Tigre, hein. Dédicace à Vincent qui m'avait souligné ce détail lorsqu'on s'est croisés. C'est un film assez violent, assez cru, avec quelques scènes de cul, hein, on va pas se mentir, on va appeler ça un chat, hein, avec des pixels qui cachent les poils pubiens, là, c'est magnifique, au milieu d'une scène de meurtre où la nana est nue, tu vois qu'elle bouge dans tous les sens et tu vois les pixels, enfin bref, j'adorais. C'est très violent, on se poignarde beaucoup avec vous savez, ce fameux bruit quand tu retires la lame et que t'as le sang qui gicle et ça fait je sais que je le fais très bien. Le film va ressortir chez Carlotta Films, donc je pense que je vais me le procurer en édition physique parce que c'est un film que je connaissais pas du tout et que j'ai beaucoup apprécié. Il est beau, il est violent, il dégage une espèce de tristesse assez profonde, notamment dans son final évidemment, mais aussi dans l'entièreté du métrage, j'ai trouvé. La relation entre la femme et le mari est belle, parce qu'elle sonne juste, des fois ils se prennent un petit peu la tête, le mec rentre bourré, elle est pas forcément contente, voilà, il se passe plein de choses, mais justement le couple est crédible en fait, on nous montre pas un couple qui vit un amour sans faille ou quoi que ce soit, c'est ce qui rajoute à la crédibilité de l'intrigue en fait. On sent que la femme aime profondément son mari, et qu'elle va tout faire pour le venger, et ça finit dans une scène mémorable, en plus extrêmement bien réalisée, parce que les plans sont hyper longs, avec des très longs travelling avant ou arrière, où la femme, elle est munie d'un espèce de, je sais pas comment on appelle ça, un harpon, ouais, et elle va se mettre à tuer, mais absolument tout le monde. C'est une scène remarquable, qui est très intense, qui est très violente, mais vraiment, j'étais surpris parce qu'il y a tellement de films que j'ai pas vu, mais celui-là, vraiment, j'en avais vaguement entendu parler sur Twitter et je savais qu'il avait très bonne presse. Et là, vraiment, de le voir en plus sur grand écran, ça a été un vrai régal. Donc j'ai hâte que Carlotta puisse sortir l'édition physique, parce que j'ai envie de me procurer ce film que vraiment j'ai beaucoup apprécié. Et à l'étrange festival, j'ai eu l'extrême plaisir de voir le dernier film de Koji Shirachi, House of Sayuri. Quel accent, je sais. Koji Shirachi, c'est un réalisateur japonais que j'aime de tout mon cœur, parce qu'il a réalisé Carved en 2007, un film sur la légende de la femme à la bouche fendue, hein, une légende japonaise que j'aime particulièrement, et donc j'avais commencé à travailler sur une vidéo, mais je m'étais arrêté, il va falloir que je vous sorte ça. Il a fait aussi une série de films reportages, found footage, sur justement des légendes urbaines japonaises. Le premier épisode était consacré également à la femme à la bouche fendue. Il a aussi réalisé Teke Teke, une autre légende japonaise sur une femme coupée en deux.
il a fait Occulte, il a fait... qu'est-ce qu'il a fait d'autre en 2009? Il a fait Noroi the Curse, évidemment. Et surtout, il a fait un film que j'aime de toute mon âme, de tout mon cœur, que j'ai eu la chance, mais l'immense chance, de voir en salle à Hong Kong avec ma femme. Sadako versus Kayako. Je défendrai ce film jusqu'à ma mort. Je suis amoureux de ce film, mais vraiment. Mais c'est pas le sujet du jour. Si je me lance là-dessus, la vidéo va faire 5 heures. Donc je vais juste vous parler de House of Sayuri. C'est l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison hantée. Voilà, c'est tout. Non, c'est tout. C'est tout. Alors, au début du film, je me suis dit que, bon, comment est-ce qu'il allait pouvoir revitaliser un peu le genre de la maison hantée? Est-ce qu'il allait pouvoir éviter certains clichés un peu trop appuyés, un peu trop présents, qu'on a trop vu dans le cinéma d'horreur japonais? Alors, oui et non à la fois. Parce qu'il y a quand même quelques scènes qu'on a déjà vues. Je pense bien évidemment à une scène où une femme fantôme va, vous savez, surgir juste derrière le coin d'une porte comme ça. On va voir d'abord ses mains, ensuite ses longs cheveux. On va voir des télés qui s'allument toutes seules et tout. Mais Koji Shirachi, de tous les films que j'ai vus, c'est un réalisateur extrêmement efficace. Et s'il n'arrive pas à renouveler un genre, il va y insuffler une vitalité et une énergie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parce qu'au fur et à mesure du film, et au fur et à mesure que la présence surnaturelle va s'en prendre aux membres de la famille, au début tu te dis « Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, d'accord, ils font ça aussi. Ok. » C'est un film qui est sans pitié. Et vraiment, à travers des scènes extrêmement efficaces, il va resserrer l'enjeu narratif jusqu'à t'amener à des ruptures de ton assez incroyables, notamment pas mal d'humour, avec une grand-mère qui était un petit peu dans, comment dire, un petit peu catatonique, un petit peu perdant la tête, qui va tout d'un coup redevenir une femme extrêmement badass, qui va faire des choses assez ouf. Et aussi une rupture de ton lors d'un flashback. Putain, celui-là, je l'avais pas vu venir parce que tu passes dans ce film de la peur au rire, au chagrin. Parce que putain, le flashback de House of Sayuri, il est hardcore et il te brise le cœur alors que tu t'y attends pas forcément. Tu t'attends pas forcément à ce que ça aille aussi loin. Et c'est un côté tellement crédible, tellement qui te fait mal au cœur parce que la principale intéressée à ce moment-là, c'est juste une enfant qui est mignonne comme tout en plus, qui est toute innocente. Et putain, c'est hardcore. House of Sayuri, c'est un très très bon film d'horreur japonais. Il est dans mon top de l'année, déjà, ça c'est sûr. Il est efficace, il est brutal, il est violent. Il évite pas certaines choses, mais il sait faire il fait ce que le réalisateur sait faire de mieux, en fait. Il est efficace, il est dark, il y a des ruptures de ton, il y a un peu d'humour, ça donne un mélange assez typique du cinéma asiatique en fait. Beaucoup de choses sont mélangées, mais au final ça se marie parfaitement bien et ça donne à House of Sayuri un cachet assez unique. Je pense pas forcément que ce soit le meilleur film de son réalisateur, mais dès qu'il sera disponible, franchement, vous le regardez. Si vous appréciez les mêmes choses que moi, je pense que vous allez vraiment apprécier le film. J'ai pu voir Siska Kubur, le nouveau film réalisé par Joko Anwar, un réalisateur d'horreur indonésien que j'aime particulièrement et donc j'ai déjà parlé à maintes reprises sur la chaîne. Ça va être une grosse année pour le cinéma indonésien encore une fois, puisque outre ce film-là, on a le nouveau Timo Tjahjanto, The Shadow Strays, je parle toujours aussi bien en anglais, qui sort dans un mois sur Netflix et toutes les reviews parlent d'un film d'action complètement ouf. Donc j'ai extrêmement hâte qu'il vienne à nouveau nous éclater la tête. Je pense que le film, c'est peut-être le mieux écrit de celui de Joko Anwar pour l'instant. Il nous raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont vu leurs parents mourir dans un suicide à la bombe, perpétré par un homme qu'ils n'ont pas pu arrêter et qui parlait d'avoir enregistré un témoignage sonore sur les tortures que l'on subirait une fois mort, une fois dans notre tombe. Cette idée va hanter les personnages principaux, particulièrement la sœur, qui va tout faire pour prouver que ça n'existe pas en fait. C'est un film incroyablement intense et bizarrement assez entre guillemets pauvre en scène d'horreur durant la majorité du métrage. C'est un film qui est plus psychologique que réellement horrifique,
Même si bien entendu, il y a des éléments horrifiques qui arrivent principalement dans la seconde partie jusqu'au final, qui est extrêmement intense, extrêmement violent. Et j'aime comme il arrive à rendre palpable une horreur, mais surnaturelle évidemment, mais il arrive à donner un côté tangible à cette horreur, avec tout le monde qui se met à péter les plombs, même s'il y a quelques petits éléments un petit peu rapides dans le récit ou dans la mise en place du contexte, mais il arrive toujours à te donner des sueurs froides, soit en faisant durer des scènes extrêmement malaisantes, extrêmement longtemps, soit en installant une horreur, mais très palpable, très angoissante. Je pense par exemple à une scène où tu as un mort qui se relève de sa table de préparation, alors que le frère est en train de se préparer un peu plus loin, et avec le jeu de la caméra, il va se rapprocher du frère, il va revenir à l'endroit où le mort n'est plus là, après il revient sur le frère qui prépare ses affaires, ensuite ça revient, on voit le mort, mais vraiment, c'est ce genre d'horreur que j'aime bien. On va voir le mort se déplacer, mais au loin, derrière, on va juste le voir se mettre derrière un pilier par exemple. C'est vraiment un élément horrifique qu'il arrive à très bien maîtriser, cette gestion de l'horreur, et on retrouvait déjà ça dans son précédent film Satan's Slave, que j'avais également adoré, qui était une sorte d'Evil Dead Rise à la sauce indonésienne, même si beaucoup moins gore et beaucoup moins violent, et plus atmosphérique. En tout cas, l'horreur atmosphérique est extrêmement bien gérée dans ce film, c'est très effrayant, et surtout on a des personnages extrêmement bien écrits, mais vraiment, on sent qu'il a vraiment essoré la psychologie au maximum jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte, et vraiment ça aide à comprendre les motivations des personnages en fait, parce qu'on va les suivre de enfants à adultes avec plusieurs étapes plusieurs étapes dans leur vie, et vraiment j'ai trouvé les personnages remarquablement écrits. Peut-être comme je l'ai dit, c'est le film le mieux écrit qu'il ait réalisé jusque-là, même si bien entendu tous ces films précédents sont très bons, mais vraiment là je trouve qu'on a vraiment marqué on a franchi encore une étape dans le film d'horreur indonésien. Et le film fait 1h56 je crois, et on arrive à pas s'ennuyer une seconde, alors que le rythme est assez lent, assez posé, jusqu'à ce que les choses s'accélèrent en fin de métrage. Et vraiment j'ai adoré, la réalisation est superbe, la photographie l'est aussi, on a vraiment ce grain particulier typique au film d'horreur indonésien. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce nouveau film de Joko Anwar. J'ai hâte de voir la suite. C'est un réalisateur dont je suis la carrière vraiment avec assiduité. Et ce Grave Torture, comme il est sous son titre anglais, c'est vraiment un film assez glaçant, très intéressant psychologiquement, avec les questions morales, religieuses et qu'il soulève en fait. Ça a été un visionnage quasiment parfait. J'ai pas relevé de défaut. Et on termine la sélection avec un film d'action sud-coréen disponible sur Netflix, Profession Ceinture Noire. Ça, c'est un titre en anglais, Opération Black Belt. C'est un film que j'ai adoré. Ça fait un petit moment, alors pas que je me lasse, mais que je trouve que le cinéma d'action sud-coréen tourne un petit peu en rond, notamment les films avec Don Lee, là, The Outlaws. Je commence vraiment à voir la redondance, mais là, vu le sujet, et surtout vu le réalisateur, alors c'est réalisé par, excusez-moi, je regarde mon portable, c'est Kim Ji-won, qui avait réalisé 2 films que j'ai beaucoup aimés en 2019, The Divine Fury, et je me demande si j'en avais pas déjà parlé sur la chaîne, et surtout, il a fait Midnight Runners. Je crois que j'en avais aussi parlé dans un film en vrac. C'est 2 films d'action. Alors, The Divine Fury, c'était un peu horreur-action, mais qui était très maîtrisé. Et là, ce Profession Ceinture Noire, je regardais le titre en français parce qu'il me fait énormément rire, c'est d'une maîtrise incroyable. Le rythme est parfait, ça dure 1h45, je crois. Il n'y a pas un poil de graisse qui dépasse. Il peut, par certains aspects, être assez prévisible. Ça, j'entends la critique, il n'y a pas de souci. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui va être enrôlé dans une unité spéciale de la police de Corée, celle qui surveille les délinquants sexuels et les pédophiles après leur réinsertion dans la société. C'est, déjà de par son sujet, c'est un film qu'il faut voir absolument. C'est un peu comme le film qui a fait énormément de bruit là. Alors j'avais pas vraiment suivi toutes les raisons. C'est Sound of Freedom, là, voilà. Je sais qu'il y a eu énormément de polémiques dessus, mais moi, il y a un truc que j'ai jamais compris,
c'est que un film qui parle de la traite d'enfants, du kidnapping, de la pédophilie, comment on peut cracher sur un film pareil, quelles que soient ses conditions de tournage? Alors, je vais peut-être me prendre une averse de merde sur la tronche, mais si vous arrivez à chier sur un film pareil qui traite surtout d'un sujet pareil, aussi peut-être aussi maladroitement qu'il peut le faire, j'ai pas vu le film, d'accord? Mais faut se poser des questions sur soi-même, je pense, parce que c'est un sujet extrêmement grave qui existe, surtout le darknet, le trafic d'enfants, les vidéos pédopornographiques. Voilà, ça existe. Donc, peu importe le film qui sortira sur ce sujet, je vais le regarder et je trouve ça important d'en parler d'une bonne manière. C'est bien, mais même si c'est maladroit, ça aborde quand même le sujet. Je trouve ça ultra important. Voilà, c'était le petit message du jour. Donc, Profession Ceinture Noire, c'est un film que j'ai trouvé excellent parce qu'il sait à la fois manier le côté horrible et tragique de son sujet et le côté action-divertissement avec un héros que j'ai trouvé incroyable. J'aime beaucoup l'acteur qui dégage quelque chose de très pur et qui a des bonnes capacités martiales parce qu'on va avoir des scènes d'action vraiment très très bien troussées. Et le côté psychologique n'est pas mis de côté. Parce qu'au début, on va voir il va choper certaines personnes en train de faire des dégueulasseries. On a une scène quand même où un mec est en train de se taper une queue devant une école primaire. Il va choper le mec. Tu sens qu'il a envie de lui déboîter sa gueule, mais comme moi je ferais par exemple, je pense. Où on va avoir sa tante qui tient un salon de coiffure qui va se faire attaquer par un criminel sexuel. Et il l'attrape comme ça, il est en train de l'étrangler. Tu sens qu'il a envie d'en finir. Et tu sens la rage qui émane du personnage. Le côté social est vraiment... Le côté émotionnel et social n'est pas mis de côté au détriment de l'action ou de la gravité du sujet. Au contraire, je trouve que ça se marie extrêmement bien. Les personnages sont tous ultra attachants. Il y a des moments de tension qui sont vraiment bien menés, comme par exemple où tu as deux officiers qui sont pris au piège dans un hangar avec une dizaine de mecs. L'action est superbement chorégraphiée, bien mise en scène. L'affrontement final est très bien aussi, un peu prévisible, notamment dans son déroulement. Mais on a des scènes où vraiment j'étais scotché à mon canapé en me disant « Oh, putain !» J'ai adoré le film, mais vraiment de A à Z, c'est un perfect. Je crois qu'il est top 4 des visionnages Netflix en ce moment. Franchement, foncez. Bref, encore une très très belle sélection, les amis. Si vous avez déjà vu les films dont je vous ai parlé, vous savez ce que vous avez à faire. Vous me mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous n'avez pas encore vu et que vous les visionnez suite à cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, je serai ravi de vous répondre, comme toujours. Belle petite sélection, vraiment j'ai adoré tous les films. On est passé de l'horreur indonésienne à l'action sud-coréenne, l'action slash drame sud-coréenne, du revenge movie japonais, de l'horreur japonaise. Voilà, une belle petite sélection. Donc n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez vu à l'étrange festival si vous y étiez. Je sais que j'ai raté énormément de choses. Et voilà, j'ai juste à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous et regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!